Donc on va passer maintenant à la table ronde. Elle sera animée, comme je vous le disais en introduction, par Samuel Courget, référent technique et formateur chez Arcane et auteur de plusieurs ouvrages sur le bioclimatisme. Et donc, il sera entouré d'Alexandra Borsari, qui est chercheuse nomade, docteur en sciences politiques, vivant dans une caravane depuis avril 2017 et dont l'objectif est de s'interroger et remettre en question nos modes de vie actuels. Sonia Cortés nous fait également le plaisir d'être avec nous. Elle est architecte, gérante du cabinet ADSC et spécialisée dans l'urbanisme, le paysage et l'architecture durable. Sa démarche est transversale et globale et vise à l'amélioration de la qualité de vie des usagers dans une perspective de développement durable. Également autour de la table, Florent Dubois, ingénieur construction durable chez Lafarge-Holcim, groupe qu'il a rejoint en 2015. Et il y a notamment travaillé sur l'analyse d'impacts environnementaux et son rôle aujourd'hui est d'innover et proposer des solutions, produits et services pour répondre aux enjeux de la construction durable. Également Tristan Portelli, directeur conception chez Sogeprom. Il a exercé plusieurs années en tant que chef de projet en maîtrise d'œuvre d'exécution sur des projets de bâtiments tertiaires d'envergure, notamment le bâtiment Ampère à Courbevoie, qui est un bâtiment high-tech par excellence. Donc voilà, Comment ? Ah, Karine. Elle est là. Pardon. Et Karine, ben oui, Karine, la dernière intervenante, Karine Sébi, pardon, économiste spécialisée dans l'efficacité énergétique. Elle est professeure assistant à la GEM, Grenoble École de Management, et membre de l'équipe de gestion de l'énergie, où elle met à profit et dissémine les projets de recherche avec les acteurs de l'énergie. Et elle a par ailleurs participé à divers rapports internationaux sur la question de l'efficacité énergétique. Merci beaucoup. Alors je précise, ils vont lancer donc une petite discussion pendant une petite demi-heure et après vous pourrez leur poser toutes vos questions. On aura le temps donc pour les questions dans pas très longtemps. Alors je suis l'heureux animateur, modérateur de ce temps d'échange. Et donc les 5 personnes présentes vous ont été présentées, mais sans l'image puisque... Voilà, on a oublié de se lever et de se déplacer pour qu'on sache qui est qui. Donc, Tristan Portelli de la Sogeprom, Sonia Cortés, architecte et membre de l'ICEB, puisque l'ICEB a été cité, je dirais, derrière le concept de bâtiment frugal, d'approche frugale. Il me semble que c'est ouvertement l'équipe de l'ICEB. Alors, Karine Sébi de Grenoble, Alexandra Borsari et Florent Dubois. Non, parce que j'avais un ordre et vous n'êtes pas assis dans l'ordre que j'avais. Alors, bonjour à tous et en tout cas un grand bravo à l'équipe d'organisation. Moi, j'étais dans les coulisses en contact avec l'équipe qui était derrière et je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais en tout cas, jusque-là, j'ai vraiment l'impression que vous avez assuré vraiment votre travail à la perfection. Alors, on a du temps là pour échanger sur le concept de frugalité qui a été présenté de manière très, très précise et pertinente par Alain Bornarel, et on a des exemples de ce que font les acteurs de terrain ou des réflexions menées sur ce sujet-là. Alors là, on a un peu de temps pour échanger, mais on est quand même nombreux autour de la table, nombreux dans la salle, pour un sujet potentiellement vaste. Alors, je vous demanderai, pour les prises de parole, que ce soit les questions ou les réponses, de faire assez concis, et puis d'aller droit à l'essentiel. On a quand même le temps de préciser telle ou telle chose, mais on n'a pas le temps de rentrer dans chaque sujet de manière très, très approfondie. Il y a des sujets potentiellement divers et complémentaires. Alors, l'objet de cette table ronde, c'est pas du tout de mettre en opposition la low-tech et high-tech. D'ailleurs, si je prends en référence le document de l'ICEB sur ce qu'est un bâtiment frugal, on voit que c'est
pas du tout le boycott des solutions technologiques. Et il y a vraiment le souci d'amener un confort réel et une réalité plaisante pour l'utilisateur. Et s'il y a besoin effectivement de technologie, si on estime qu'il y a un besoin de technologie, on fera appel à de la technologie. Non, l'objet, me semble-t-il, c'est plus de savoir comment profiter des évolutions technologiques, car il y a vraiment des évolutions technologiques fortes, pour proposer des bâtiments performants, fiables, adaptés au quartier, à la ville. J'ai pas osé dire intelligent vis-à-vis du quartier, vis-à-vis de la ville, parce que le concept de bâtiment intelligent, forcément, me ferait rentrer dans une approche peut-être high-tech. En tout cas, le terme de bâtiment intelligent a été utilisé pour présenter un certain type de bâtiment. Donc, comment profiter de l'évolution technologique pour proposer des bâtiments performants, fiables, mais dépouillés d'équipements superflus. Et si effectivement il y a un sujet sur lequel on ne sera pas forcément tous d'accord, et c'est un des objets de l'échange là, c'est le superflu. On n'est pas forcément tous d'accord sur s'il y a quand même besoin d'une clim parce que c'est une salle de conférence et que quand même on ne va pas prendre de risques par rapport à ça. Donc c'est entre autres là-dessus sur ce type de sujet qu'on reviendra. Alors pour commencer, avant de passer le micro à la salle, où il y aura à chaque fois une petite série de questions demandées, une question qui est venue d'une personne qui n'a pas pu venir, qui nous a envoyé quelques questions, donc entre autres celle-ci. Donc une question, je dirais, un peu, je ne veux pas dire naïve, mais voilà, elle arrive là et elle est très ouverte. En tout cas, elle permet potentiellement de rentrer sur le débat de manière très diverse. Et je la poserai éventuellement, je ne sais pas qui, à Florent en premier. La question est, comment imaginez-vous votre propre maison durable? Donc je répète, c'est votre propre maison durable. Voilà, donc on n'est pas complètement dans le sujet de la frugalité, mais c'est une façon de rentrer dans le sujet de la soirée. Merci. C'est toujours rafraîchissant de se retrouver face à des questions venant d'étudiants qui posent des questions soit très larges, soit limite philosophiques sur le frugal high-tech dans la construction durable. Je vais essayer de y répondre ou pas, en tout cas du point de vue de du système constructif, puisque donc je travaille chez Lafarge Holcim, donc où on produit des matériaux de construction, en particulier les granulats, le ciment et le béton prêt à l'emploi. Mais c'est pas forcément pour ça que j'imagine déjà la solution constructive quand vous posez cette question, puisque moi je vous retournerai deux questions à ce moment-là. Où voulez-vous construire cette maison ou cet habitat? Et puis peut-être quand pensez-vous le reconvertir, le démolir, parce qu'en fonction de ça, forcément la réponse constructive va changer. Donc je refuserais presque de vous répondre sur la solution que j'imagine. Mais j'aurais aussi d'autres choses à vous proposer tout à l'heure. Alors, on n'a rien prévu pour ceux qui refusent de répondre à la question, donc ils restent là. Alors, Alexandra? Merci. Donc, toujours, la question, je la repose, comment précisément, puisque j'ai pris exactement... Sa propre maison durable. Voilà. Comment imaginez-vous votre propre maison durable? Et vous avez peut-être là une expérience personnelle à amener, mais c'est peut-être pas là-dessus que vous avez envie de moi, je l'aime bien cette question. Effectivement, c'est peut-être naïf, mais moi aussi, je suis une personne naïve parce que je m'intéresse à la construction, mais je viens pas de ce milieu-là. Donc, j'arrive avec plein d'envies qui peuvent paraître aberrantes pour des gens qui ont une pratique métier très ancrée dans le terrain. Mais je pense que c'est de ces télescopages-là aussi qu'on peut faire naître et justement essayer de sortir des sentiers battus. Et ma propre maison, déjà, ce que j'entends là-dedans, c'est tout logement n'est pas une maison. Et pour que ce soit une maison, il faut que ce soit aussi investi affectif d'un point de vue des affects. Tout logement n'est pas une maison et ça devrait aussi nous faire réfléchir. Et j'en profite aussi pour dire à tous ceux qui ont suivi ce master, et je les remercie aussi pour l'organisation et vraiment la totalité de la soirée, c'est que si on est ici,
si on s'intéresse à ces sujets-là, on n'y est pas par hasard. C'est un peu comme les gens qui travaillent dans le soin. Je pense que l'habitat, ça soulève des choses qui vont bien au-delà aussi de nos pratiques métiers, et ça réveille des valeurs et des attachements. On n'est pas obligé d'y répondre publiquement, on n'est pas obligé d'en faire état dans sa pratique professionnelle tous les jours, mais je pense que c'est bien d'en avoir conscience. Et donc ma maison, je vais répondre, moi par contre, enfin je vais essayer, mais ma maison idéale et durable, c'est justement quelque chose que je pourrais transporter partout, parce que moi je suis nomade, et au contraire j'aimerais qu'elle puisse aller sur l'eau, qu'elle puisse se poser sur la glace, qu'elle puisse aussi être compostable. Donc elle est durable, je la verrais bien, je l'imaginerais bien avec du design génératif ou sur un modèle qui pourrait se rapprocher de ça, quelque chose qui pousse et qui se reproduit, peut-être avec du mycélium, peut-être avec... je rêve par exemple de voir pousser ma maison dans une sorte d'utérus artificiel pour maison, en bactéries ou en mycélium, et puis qu'elle puisse aller au compost ou que je puisse faire pousser une extension quand j'en ai besoin, et surtout qu'elle soit légère et que je puisse la transporter partout, et que ce soit pas un déchet quoi, à la fin. Voilà, c'est à peu près. Donc je suis preneuse de solutions. Alors j'en profite simplement, puisque j'interviens entre autres dans le master sur la problématique de l'humidité dans les parois. Quand on parle de mycélium, généralement on commence à ne plus être en confiance. D'accord ? C'est qu'il y a du champignon, c'est que potentiellement il y a un problème, mais on remarque la diversité des points de vue par rapport à ça. Karine ? Bonsoir, donc moi je vais jouer le jeu, mais bon, c'est difficile quand même de venir en transition de ce que vient de dire ma collègue. Il n'y a pas besoin, j'ai fait la transition avec le mycélium, oui, c'est bon. Ça sera beaucoup moins sexy. Donc déjà, mon logement idéal, parce que ça c'est vrai que je partage cette conception que c'est pas forcément une maison, mais voilà, ça peut être du collectif, de l'individuel, en zone rurale ou urbaine. Du coup, finalement, c'est pas du tout ma maison actuelle, mon logement actuel, parce que ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et du coup, si je pars de l'investissement que j'ai fait sur ce logement et que je voudrais en faire une rénovation, eh bien, c'est le problème, c'est que là, on a vu qu'on parlait beaucoup il y avait beaucoup d'initiatives, ça concernait surtout le neuf, mais il faut comprendre quand même que la masse, en fait, c'est surtout des logements existants. Et moi, bien que je suis spécialisée dans l'efficacité énergétique, je suis quand même au courant de la réglementation thermique, des mesures financières, des aides financières qui aident. Je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas par où commencer. Donc, je voudrais un accompagnement, mais complet, pour faire une rénovation lourde, pas par étapes ou mal menée, parce que je ne suis pas une spécialiste thermique ou du génie civil, etc. Par contre, si jamais il s'agissait d'une construction, j'aimerais bien qu'on me propose à la fois une enveloppe, donc sur le passif, une enveloppe thermique respectueuse de l'environnement, avec des nouveaux matériaux, avec une performance énergétique très bonne, mais aussi au niveau de l'actif et donc de la technologie. On a parlé tout à l'heure de smart grid. Je mettrai le smart grid au pluriel, parce que derrière, il peut y avoir plusieurs énergies, et notamment, j'aimerais bien avoir le choix et la traçabilité de l'énergie que je vais pouvoir consommer, et au niveau, par exemple, local. Donc c'est à la fois, c'est pas que sur l'enveloppe thermique, c'est aussi sur la maîtrise, l'accompagnement et la mesure de tout ça. Très bien, merci. Alors Sonia Cortés, alors simplement quand j'ai vu l'intervention de Bouygues Immobilier, ici le Molineau a été cité 2 fois. Je savais que Sonia Cortés était là, et entre autres un projet, à mon avis, dont vous êtes fiers, c'est le bâtiment scolaire en Ossature-Bois-Paille. Je ne sais pas si le master a été sponsorisé par la commune d'ici les Moulineaux, mais je ne sais pas si ça peut se faire après, d'aller chercher en disant voilà, mais je pense que c'est une piste possible, aller voir, je ne sais pas si c'est toujours Santini-le-Maire ou... Oui. Ok, donc il faut peut-être aller le voir par rapport à ça. Voilà, donc Sonia, la même question, hein, on part de la même question, comment entrevoyez-vous la maison, votre propre maison durable ? En ce moment, justement, j'ai réfléchi, ça marche. J'ai réfléchi parce que mes enfants sont partis de la maison, et donc, en l'occurrence d'un appartement, et donc j'ai en fait je pense à 2 choses. Soit ça serait un habitat participatif. Il se trouve que j'ai eu l'occasion assez récemment de travailler comme architecte à un habitat participatif qui ne s'est pas réalisé, mais voilà, j'aimerais en fait que cette expérience peut-être se continue, et à ce moment-là, j'en habiterai une partie. Alors, peut-être, si c'est à Paris, ça serait plutôt dans un immeuble existant, parce que
je partage son avis que l'existant a besoin de... D'abord, il existe, donc ce sont des ressources qui sont... Il vaut mieux continuer à les utiliser plutôt que de les mettre dans une décharge, même si on peut aussi les réutiliser, évidemment. Donc voilà, un habitat participatif plutôt intergénérationnel, parce que je trouvais intéressant de communiquer avec d'autres générations. Quand j'ai réfléchi à un habitat participatif, on avait réfléchi au toit qui pouvait accueillir de l'agriculture urbaine. Voilà, et puis concernant les matériaux, j'utilise professionnellement beaucoup les matériaux biosourcés. Donc, pour isoler, par exemple, ça pourrait être du coton recyclé qui est collecté par Emmaüs, qui sont des vêtements qui ne peuvent plus être réutilisés en tant que vêtements et qu'on transforme en isolant. Voilà, si c'était du neuf, pourquoi pas avec de la paille. Puis l'autre piste que j'ai, c'est que il se trouve que j'ai la chance d'avoir mes parents ont une résidence secondaire et que je me projette peut-être retourner à la campagne. Et là, c'est vrai ça pourrait être une tiny house pour l'hiver, pour consommer très peu d'énergie parce que la maison est trop énergivore et deviendrait, et coûterait très cher à réhabiliter. Donc voilà, ça pourrait être... Et là aussi, partager des locaux avec d'autres, parce que la tiny house, c'est vraiment très petit, mais on peut partager et mutualiser, parce que je pense que c'est une piste très intéressante, la mutualisation. Voilà. Alors, je ne sais pas de quelle maison fait référence Sonia Cortés, mais il se trouve que j'ai été une fois dans un jury, et j'ai eu un projet d'une maison très lourde, qui avait pour objectif de se protéger du soleil sans système. Et il me semble que vous avez été lauréate d'un projet qui s'est fait à Strasbourg. En tout cas, c'était un jury à Strasbourg. C'était Europe et Environnement. Il y a non ? On en parlera tout à l'heure, il me semble. En tout cas, j'ai en tête un projet en Corse, non ? En Corse, oui, j'ai fait une... Oui. Mais... Vous avez tellement vous êtes lauréate de tellement de projets que voilà, c'est un petit projet. Donc, alors Tristan, toujours cette même question. Comment imaginez-vous votre propre maison durable ? Alors moi, en tant que promoteur, cette maison durable, déjà avant tout, je parlerai de logement durable, comme vous l'avez mentionné, puisque une maison individuelle serait difficilement durable à mes yeux, mais surtout mon expérience, moi, me permettrait de parler de bâtiments durables. Et dans bâtiments durables, notamment le bâtiment que Sogeprom a réalisé Ampère Plus est, à mes yeux, un exemple de bâtiment durable. De par ses technologies smart, sa haute performance énergétique et surtout le confort des usagers à l'intérieur. Le bâtiment durable et la façon dont on l'a développé sur Ampère, ça a été via la mise en œuvre du label Cradle to Cradle, donc du berceau au berceau, qui voit les bâtiments dans leur cycle, enfin comme des cycles en fait. Et notamment, toujours concevoir tous les matériaux de construction, non pas comme des matériaux qui sont voués à devenir des déchets, mais qui sont voués à devenir des ressources de demain. Et les différents cycles que nous avons regardés à l'occasion de ce label-là, ça a été le cycle des matériaux. Nous avons notamment réutilisé des batteries usagées pour substituer les onduleurs traditionnels dans le bâtiment. Donc l'énergie qu'on produit sur le bâtiment, on la recycle, on la stocke dans ces batteries-là. Nous avons déployé aussi une technologie en fibre optique pour tout ce qui est réseau VDI, ce qui permet d'économiser des longueurs de câbles de cuivre. On en a parlé tout à l'heure et les intervenants ont été très clairs là-dessus. Le cycle de l'eau également est une chose à maîtriser. On réutilise l'eau de pluie pour les sanitaires, du rez-de-jardin. Et le cycle de l'énergie. Le cycle de l'énergie parce que, tout comme le Smart Grid d'ici, sur Ampère, nous nous sommes mis dans la configuration de pouvoir nous raccorder éventuellement sur un Smart Grid extérieur via une collaboration avec UTRC, donc avec le système BEMS, qui met en relation la production d'énergie, le stockage en sous-sol et une intelligence qui est donc ce fameux BEMS,
Building Energy Management System, et qui permet à l'échelle de l'îlot de venir raccorder les différents flux énergétiques, en l'occurrence là uniquement sur l'électricité. Et enfin, promouvoir la biodiversité. La biodiversité parce que sur Ampère, il y a eu un choix qui a été fait de supprimer, en total accord avec l'investisseur, de supprimer les produits détergents et les produits de nettoyage classiques qu'on pourrait trouver dans le bâtiment. Et donc nous avons déployé un système de micro-bio-organismes qui est fait par une start-up belge qui s'appelle BioOrg et qui, via des micro-bio-organismes et des bactéries positives, va permettre d'assainir l'air, de nettoyer les surfaces. Et c'est uniquement une solution aqueuse et ces micro-bio-organismes qui sont utilisés donc par Sodexo pour le nettoyage. Et ça fonctionne. Nous avons donc les mesures de qualité d'air qui nous l'attestent. Et enfin, pour tout ce qui est confort utilisateur, nous avons la double certification. Donc nous sommes en cours d'obtention de la double certification WELL, à la fois Core and Shell et Interiors pour les étages Sogeprom. Donc si je devais voir un bâtiment durable, c'est comme ça que je l'aurais conçu. OK. Pardon, je voulais juste insister sur le fait que quand je ramenais la discussion un petit peu en arrière, mais entre maison et logement, c'était pas entre maison individuelle et collectif, c'était le fait que on peut habiter quelque part, même une maison magnifique, et que c'est pas un foyer en fait. C'était plus dans ce sens-là. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté ce premier tour de table à partir d'une même question. Et là, je reprends, avant de passer sur les questions de la salle, il y a tout un tas de questions qui nous ont été envoyées, et je vais poser une question à chacun, donc à Sonia Cortés au départ, si ça va. Une des questions, donc, c'était: les techniques de construction anciennes n'ont-elles pas été validées par le temps ? Vous paraît-il possible de réactualiser la voûte de pierre, les assemblages bois, etc. Alors, la voûte en pierre, en fait, moi, je connais assez mal la pierre, bien que, en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, il se trouve que j'ai travaillé pour I3F avec un architecte qui a utilisé la pierre massive, donc pierre porteuse, pour faire un immeuble de logements sociaux. Donc effectivement, c'est tout à fait faisable. Alors c'était pas des voûtes, mais voilà, il a vraiment fait un immeuble qui est d'ailleurs très réussi sur le plan architectural. Et, donc oui, la pierre. Il y a aussi l'expérience de Gilles Perrodin dans le sud, qui est construit avec la pierre. Alors moi, je me pose la question de sous nos lettres. Enfin, peut-être que dans le sud, c'est possible. Je pense qu'en région parisienne, c'est difficile d'être en pierre massive sans isolation. Et puis, bon, la pierre. Je connais assez mal, mais il me semble qu'il y a quand même un problème sur les carrières, que ça a un impact sur l'environnement assez important, et puis qu'elles sont peut-être, elles ont déjà été beaucoup utilisées. Mais voilà, je poserai peut-être la question à Alain qui en sait plus que moi. Et sur les assemblages du bois, oui, je trouve très intéressant l'utilisation. Actuellement, je suis en train de travailler encore pour la ville d'Issy-les-Moulineaux sur un centre culturel et un centre musulman où je travaille, enfin, il est en cours de conception, et on cherche à travailler avec du bois massif, c'est-à-dire ne pas utiliser le bois lamellé collé, c'est d'utiliser moins de colle, donc du bois massif avec de la sous-tension métallique. Mais en fait, notre agence, on cherche à travailler avec le bon matériau au bon endroit, avec la bonne technique, et voilà, on s'adapte en fait à chaque situation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question. Mais a priori, si vous êtes sur le sujet qui était amené par la question. Merci. Une question à Alexandra maintenant, pareil, qui a été posée par des personnes qui n'ont pas pu venir à cette conférence et qui avaient des questionnements par rapport à ces sujets-là. Au vu du confort croissant de chacun, que ce soit dans les pays développés ou plus encore dans les pays émergents, n'est-ce pas aux industriels de trouver des solutions qui n'affectent pas le confort des utilisateurs ?
Alors, elle est terrible. Donc il y a des négations. La question n'est pas forcément... Voilà, je l'ai posée telle qu'elle est. Elle est terrible cette question parce que déjà c'est toujours difficile mais je ne jette pas la pierre du tout aux personnes qui ont... Elle est intéressante parce qu'elle soulève plein de points. On n'aura pas le temps de parler de tout. Mais forcément, elle fait des généralités. Et donc déjà, je vais jouer la pénible tout de suite en disant le confort, j'ai du mal à le voir croître, notamment chez toutes les personnes qui souffrent de précarité énergétique et qui sont de plus en plus nombreuses, par exemple. Voilà, donc, et ça, il n'y a pas besoin d'aller loin pour en trouver. Donc les inégalités, elles sont là aussi. Après, c'est vrai que cette notion de confort, alors est-ce qu'on peut la généraliser? Alors si on imagine confort comme l'ensemble des paramètres tels que standard dans un logement aujourd'hui selon la réglementation, ok. Par exemple, moi, je n'ai pas de frigo. Je m'en passe très bien. Je me suis aperçue que je n'avais pas besoin d'eau courante. Voilà. Donc, et je vis confortablement. Pourquoi? Parce que mon confort à moi, il est dans des solutions qui parfois me demandent un peu plus de temps parce que j'ai besoin de réinventer certaines choses de la vie quotidienne. J'invente pas l'eau chaude, c'est vrai, mais je prends un plaisir fou à me réapproprier des choses simples et surtout à être en accord avec des convictions. Et je rejoins ce que vous souleviez comme point sur être acteur en fait de sa vie. C'est-à-dire que moi, je sais que ce que je rejette dans l'environnement, donc j'ai des toilettes sèches, mais au-delà de ça, c'est uniquement de l'eau avec un peu de savon de Marseille et du vinaigre blanc. Voilà. Enfin, vous voyez, ce sont des choses, c'est bête, dit comme ça, c'est purement terre à terre, mais je suis en accord avec... et ça soulève en fait le fait d'être parti dans de l'habitat mobile, léger, en essayant d'aller de tendre, je suis encore très très nulle là-dessus, j'essaye de tendre vers du zéro déchet, par exemple, je suis très mauvaise. Ça a changé aussi ma manière de voir le numérique. C'est par exemple, j'ai abandonné Microsoft, je suis passée à Linux, parce que c'était pas cohérent pour moi de rester. J'ai abandonné mon compte Amazon. Enfin, vous voyez, ça a fait bouger en cascade. Donc le confort. Alors après la question, donc ça c'est sur le confort. Maintenant, pour passer sur l'industrie, je pense que justement, si on veut, et je pense qu'on a besoin les uns des autres, et que si on veut justement avoir une pensée out of the box, pour utiliser une expression qui est quand même un peu à la mode. Et qui est mal comprise, je pense. Moi, je voudrais être un grain de sable, en fait. Et puis revendiquer d'autres manières de vivre. J'avoue que moi, je rêve pas du tout d'être dans votre immeuble, vous voyez, où tout est contrôlé. Enfin, c'est peut-être très bien, mais je me dis demain il y a un blackout, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis surtout, je pense que ce rêve de l'intimité, j'ai pas envie d'avoir des voisins tout le temps en permanence. Donc il y a ça, et surtout quand je disais en quoi est-ce que des démarches très individuelles et personnelles, parce que ma démarche est à la fois professionnelle et personnelle, c'est de questionner qu'est-ce que c'est avoir sa place en fait dans la société, dans le fait d'habiter autrement. Mais justement, je pense que là où on est complémentaires, c'est que vous arrivez avec tout un savoir-faire, bon, bien sûr, ok, technique, etc. Même si on a oublié de le dire, la technique c'est du social, hein, parce que ce qu'on accepte de faire, on pourrait faire autrement parfois, mais voilà, il y a des habitudes de pensée et puis des normes sociales, vous en parliez très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les industriels aussi, vous fabriquez la norme. C'est-à-dire vous êtes, et c'est très bien, et c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire le réglementaire, vous êtes dans les instances, vous êtes à l'AFNOR, vous travaillez avec les politiques, et donc vous êtes aux prises, et vous travaillez toutes ces normes de la société au jour le jour. Mais du coup, je pense que vous êtes tellement dedans que c'est peut-être pas toujours avec vous qu'on peut imaginer en sortir plus. Enfin, je ne sais pas, peut-être, hein, mais disons que voilà. En tout cas, c'est pas les solutions dont vous faites la promotion ne sont pas celles dont je rêve moi. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas. Mais je ne suis pas représentative. Mais je me dis que par contre, il y a quand même souvent, on parle des sondages, les Français rêvent de la tu me coupes si je suis trop. Oui, bientôt. Le rêve de la maison individuelle, etc. Et c'est vrai que dans le discours dans le discours, disons, officiel, on entend plutôt qu'il faut redensifier. Mais moi, ça me fait peur. J'ai pas envie de cette vie. Enfin, au contraire. Ou alors je me dis, allez-y tous et laissez-moi la pampa. Je sais plus qui a parlé de la pampa. Vous voyez, donc je pense. Mais par contre, oui, là où on a besoin de. Moi, par exemple, je suis prête à faire des expérimentations radicales en tant que cobaye dans ma mini maison. Et du coup, sur le long terme. Donc là,
Et puis bien sûr, après, pour passer à des solutions, moi, je n'ai pas la puissance financière, effectivement, d'un grand groupe, c'est sûr. Mais remettre, vous parliez de remettre l'humain, et c'est ça les pépites de demain. Là, je veux dire, les leviers, ils sont là aussi, c'est comprendre l'humain, et pour ça, il faut vivre. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien embarquer aussi des gens dans des expériences de vie. En ce moment, par exemple, je suis sur complètement autre chose. J'interviens à Garges-les-Gonesse. Je ne sais pas s'il y a des architectes qui ont conçu ces bâtiments, qui y ont vécu. Enfin, honnêtement, voilà, il faut. Ce sont des forêts d'immeubles complètement, assez tristes. C'est pas forcément dégradé. Hein, Alors, c'est là que j'allais dire bientôt ça, parce qu'on peut effectivement, derrière chaque question, on ne peut pas rouvrir 4 à 5 sujets, et on revient sur l'approche sur le cœur de sujet-là, par une question, donc peut-être à Tristan là, et qui aura peut-être réponse à donner, puisque je ne sais pas si c'est lui qui était visé, mais il était en face. Donc, et la question une question qui a été posée à Tristan, sauf si d'autres veulent prendre tout de suite là. Voilà, donc Tristan, comment la technologie, donc une question qui nous a été posée en sachant qu'un tel et un tel étaient là, donc pour vous, comment la technologie peut résoudre le problème de l'énergie alors qu'elle consomme beaucoup d'énergie et qu'elle fait donc partie du problème? Vous avez 4 heures. Alors, je repose la question, c'est bon, c'est clair? Oui, c'est bon, on m'entend? Je ne suis pas sûr. Si, c'est bon. Autant pour moi. Vaste question. Avant tout, quand même, pour revenir sur ce que vous disiez, pour ce qui est des usages, il s'avère que, et c'est pas pour faire la pub de Sogeprom, mais un peu quand même, toute la partie mise au cœur de l'usager dans le bâtiment a réellement été mis en œuvre pour le projet, puisque en fait Ampère est devenu le siège social de Sogeprom. Donc en tant que futur utilisateur, nous avons été au cœur de la conception au final. Ça aboutit à plusieurs solutions et je pourrais en parler pareil des heures, mais je comprends ce que vous vouliez dire quand vous disiez qu'il fallait mettre l'utilisateur, en tout cas utiliser sa maison comme on le voulait, quoi. Pour ce qui est de la question de la technologie, c'est un peu différent puisque pour moi, je pense qu'il faut dissocier technologie à outrance, c'est clair. Certaines technologies n'ont pas d'intérêt à être développées et l'intelligence, en fait, dans la technologie. Cette intelligence, ce serait de réussir à voir à quel moment les usages vont pousser telle ou telle technologie à se développer et aller dans ce sens-là. Typiquement, sur la conception même de la technologie doit prendre en compte les futurs usages. Et une technologie qui ne serait pas utilisée sera vouée de toute façon à devenir obsolète très rapidement. Monsieur en parlait à l'époque où on pouvait concevoir des bâtiments et qui devenaient, avec des solutions de GTB typiquement, qui étaient obsolètes quand on livrait le bâtiment. À l'heure actuelle, on est capable de faire beaucoup de choses en réinventant l'acte de construire ou en se reposant des questions à travers des partenariats avec des startups typiquement sur des sujets assez vastes. Je parlais de la partie VDI tout à l'heure. Quand on a proposé cette solution de fibre optique, il a fallu convaincre le service informatique de Sogeprom qu'on allait sortir du cadre classique et qu'on allait passer sur une solution innovante qui n'avait pas été faite, sur laquelle on n'avait pas de retour d'expérience, mais qui était mieux. Tout du moins que nous, on estimait être mieux. Et ça, réussir à convaincre une politique d'entreprise, c'est des choses qui demandent de l'énergie, mais ce sont des choses nécessaires. Et pour le coup, ça a été une réussite. Sur l'aspect technologique, enfin, je dirais que ce qui est important, c'est de réussir à mettre en relation les équipements entre eux. Monsieur parlait d'intercommunication et de communication sans fil. Typiquement, on a les technologies pour faire ce genre de choses à l'heure actuelle. Ça se développe très rapidement et les industriels le savent également. La réflexion qui se fait sur la gestion technique du bâtiment à l'heure actuelle, c'est de dire les GTB telles qu'elles sont à l'heure actuelle ont énormément d'informations, on n'arrive pas à les lire et on a du mal à les piloter.
avec plus de commissioning, plus d'accompagnement, on est capable de faire communiquer différents organes entre eux pour ne pas consommer de l'énergie alors qu'on n'a pas besoin de réchauffer. Typiquement, une pompe n'a pas besoin de tourner si on ne distribue pas de chaud dans le bâtiment. La GTB n'a pas besoin de savoir ce qui se passe entre ces deux équipements, typiquement. Ça économise du câble, ça économise beaucoup de choses. Et ce sont ces types de technologies qui seraient à développer pour moi et qui permettraient une efficience du bâtiment. Et je pense que c'est vers cela qu'il faut tendre pour pouvoir concevoir du durable et concevoir une technologie comme pertinente. Merci. Alors, simplement, il y a une chose, je ne sais pas si ça a potentiellement en tout cas, c'est une conclusion qui m'arrive un petit peu là à l'idée, en tête. Je me demande si c'est pas une concurrence entre matière grise et énergie grise, quelque part, qui est derrière ces sujets-là. Et est-ce qu'il ne faut pas investir dans l'équipe de conception et de maîtrise d'œuvre? Donc je mets ça dans les têtes, peut-être que ça reviendra, mais j'ai cette chose-là qui me vient. Je n'ai jamais relié à la problématique du bâtiment frugal comme ça, mais c'est quelque chose que je pressens dans les échanges et dans les questions qui me sont arrivées. Alors, une question à Florent Dubois. Les grands ouvrages, donc je lis la question, les grands ouvrages, et après c'est à vous, hein, il y a encore une question à Karine, et après c'est à la salle de poser des questions, mais les grands ouvrages antiques et du Moyen-Âge sont les témoins vivants d'un art de bâtir sans pétrole et sans électricité. Ces ouvrages sont nés d'un milieu contraint en énergie. Donc, vous paraît-il possible de retrouver prochainement une telle contrainte et comment y faire face? Donc, je pense ouvertement, c'est avec la casquette Lafarge, Holcim. Là. Bien sûr, oui. Mon avis personnel a peut-être moins d'intérêt, mais enfin, en tout cas, c'est quand même mon avis que je vais vous donner. Alors cette question avec ce prisme historique m'a inspiré une réponse aussi à votre première question sur l'habitat durable. Si je devais en retenir un mot, et je pense que ça peut marcher avec n'importe quel type de mode de vie, c'est finalement, est-ce que cet habitat crée un patrimoine socio-culturel? Et c'est peut-être ça que je vais rechercher, qui soit durable, pérenne, éphémère, ou en tout cas quelle vie il a créé, et qu'est-ce qui va me donner envie de le conserver, de le préserver le plus longtemps possible, et de le garder en vie le plus longtemps possible, et ça reste dans une démarche vertueuse et frugale. Et voilà, je pense que derrière, on peut dérouler toute une logique de conception, de programmation, et de relier ça au choix de société ou de choix de vie individuel qu'on projette sur l'habitat. Et c'est aussi là-dessus que je vais, je pense, me concentrer dans ma réponse. Parce que donc, si je pourrais avoir une réponse sur les technologies qu'on développe depuis le Moyen-Âge, effectivement, il y a les ouvrages antiques avec des racines aussi du matériau béton, avec le ciment romain. Bon, on connaît plus ou moins l'histoire jusqu'au XXe siècle et XXIe siècle maintenant, avec des matériaux de plus en plus high-tech sur le béton. Vous avez un exemple à votre gauche d'un béton très haute performance qui permet de faire certaines réalisations. On est aussi sur des bétons de mousse, donc des mousses minérales isolantes qui répondent à certaines problématiques. Donc c'est un matériau qui a beaucoup évolué et qui continuera d'évoluer. Mais sinon, le filon historique, sans refaire l'histoire des grands ensembles et de l'architecture, je vais peut-être m'arrêter là parce que pour moi, les enjeux énergétiques au Moyen-Âge ou à l'Antiquité n'ont peut-être rien à voir avec les enjeux auxquels on va faire face au XXIe siècle sur les enjeux de confort, de santé dans le bâtiment, d'urbanisation, de régénération de la ville et revitalisation des zones rurales aussi, de croissance de mobilité. Enfin, on est quand même dans un monde complètement différent avec des enjeux face à nous qui nous demande donc de construire mieux, avec tout ce qu'on met derrière le mieux, avec moins de ressources, donc moins de ressources énergétiques et matières. Et donc je me retrouve à 99% dans la définition, enfin dans toute la démarche que Monsieur Bornarel vous défendez, et vous démontrez. Forcément, le pourcent qui reste, c'est en particulier sur l'image que vous proposez sur
là une image assez choquante d'une situation au Sénégal qui montre a priori une exploitation de sable de plage pour de la construction. J'aimerais quand même préciser que cette situation-là à regarder au Sénégal, donc dans une logique territoriale, il faudrait regarder effectivement quels sont les modes constructifs au Sénégal et les filières. Et voilà, on n'est pas du tout dans le même environnement réglementaire qu'en France ou en Europe. Donc en France, on ne construit pas avec du sable provenant des plages. Voilà, donc c'est pas avec ce sable-là qu'on fait les meilleurs bétons, ça c'est clair. Oh, ça, alors il y a l'histoire du sable du désert qui est autre chose, mais non, enfin, heureusement, il y a des réglementations qui limitent les zones d'exploitation. Donc, il y a la question de la ressource naturelle, pour moi, ne se pose pas tant en termes quantitatifs. Et voilà, si on prend la question des... Vous avez posé la question des terres rares avec les métaux pour tout ce qui concerne les équipements. Si on regarde la problématique au niveau des matériaux de construction au sens système constructif, là on a des enjeux de filières et de ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou non, qui sont en quantité limitée, en disponibilité limitée. Une ressource minérale, il y a des gisements assez importants en France qui ne sont pas forcément accessibles parce que ça mobilise des surfaces. On va délimiter une surface, on va ouvrir une carrière ou autre chose, on va affecter des parcelles d'exploitation à de l'activité sylvicole, à de l'agriculture, qui vont produire des coproduits, de la paille, du chanvre, du bois. Tout ça, ça mobilise les surfaces. Et finalement, le choix de société qu'on a à faire face à ça, c'est à quoi voulons-nous mobiliser nos surfaces disponibles? Et donc la question de... finalement, si on veut être frugal sur la consommation de ressources, énergie ou matière, parce que tout vient plus ou moins de biomasse, et à l'avenir, voilà, on va aussi, dans nos fours de cimenterie, on n'aura plus d'énergie fossile, on aura des déchets de biomasse, des déchets alternatifs de combustibles secondaires. Et toujours des pneus si on continue à changer la voiture thermique par la voiture électrique. Des pneus, autre chose, les câbles de nos réseaux qu'on aura démontés, enfin les gaines électriques, voilà, c'est tout. Bon, tous les plastiques non valorisables d'un point de vue matière, c'est aussi une ressource qu'on valorise. Donc tout ce qui est urban mining là sur le recyclage, voilà, on va le réutiliser. Donc voilà, le choix se fait bien au niveau, et j'aimais bien votre question sur le fruit de la frugalité, c'est bien au niveau du territoire, donc il faut mettre en adéquation le choix du territoire de son aménagement avec les filières d'approvisionnement en matériaux, en produits plus ou moins locaux qui répondent à ces problématiques. Et dans ce cadre-là, alors, nous, la Fargeolcim, on s'est engagé dans un démonstrateur de ville durable à Plaine Commune, qui est l'occasion pour nous... Très court. Très court, d'accord. Qui est l'occasion pour nous, justement, de rentrer en dialogue avec la collectivité, très en amont de tous ces projets de rénovation urbaine, et qui vont nous réorienter vers ces besoins réels, ces usages. Et on peut arriver, nous, avec nos problématiques de réemploi, réutilisation, de béton concassé, etc. Ça les intéresse, mais ils nous réorientent tout de suite sur en fait, la consommation d'eau liée à l'ouverture intempestive des bouches d'incendie en période caniculaire, parce que voilà, c'est ça la problématique. C'est une de leurs problématiques importantes. Et donc, on se retrouve avec une problématique de gestion de l'eau à gérer. Voilà. En tout cas, merci. La question qui était posée, c'est effectivement par rapport au fait qu'on arrive dans une période contrainte vis-à-vis de la problématique de l'énergie, et vous l'avez complètement ramené sur l'approche plus globale de la construction frugale, en disant qu'il n'y a pas que l'énergie qui est contrainte. Et par rapport au Moyen-Âge, c'est vrai qu'on est quelques milliards de plus. Il y a la notion de confort, il y a ce qu'on demande en service, quelque part, en confort, mais il y a aussi le fait qu'on soit quelques milliards de plus. Alors là, je vais glisser ma dernière question à Karine Sebi, qui a, en tant qu'économiste, une vision globale de ces problèmes. Alors, vous travaillez principalement sur l'efficacité énergétique, mais
plus peut-être par rapport à la frugalité, comment voyez-vous les capacités d'acceptabilité du concept de frugalité? Un peu en conclusion là, et après il y a les questions de la salle sur l'ensemble des sujets ouverts. Merci. Bon, tout d'abord, je voulais dire que moi, je n'ai pas joué le jeu parce que les deux questions qui m'étaient posées ne portaient pas sur mon domaine d'expertise parce que je ne suis pas économiste de la construction. Je suis économiste de l'énergie, je fais des sciences sociales. Moi, ce que je vais regarder, c'est le choix, c'est les comportements des usagers et toutes les notions qu'il y a derrière de coûts. Et effectivement, moi, j'ai une approche aussi plus globale, c'est-à-dire que je vais chercher la représentativité. Et dans mes études récemment, ce que j'ai mis en place, c'était des observatoires pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe sur le parc du bâtiment en France, en Europe et dans le monde. Et quand on regarde ces chiffres, en fait, quand on développe des indicateurs d'efficacité énergétique du bâtiment, qu'on construit des indicateurs qui seront robustes, qui nous permettront de comparer des choses qui sont comparables, comme par exemple la consommation du chauffage par mètre carré lorsqu'on corrige du climat, qu'on fait en énergie utile, ça nous permet de comparer les performances de la France à d'autres pays qui sont limitrophes, par exemple l'Allemagne, etc. Et on se rend compte qu'en France, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Pourquoi ? Notamment, et je reviens encore une fois sur le problème de la rénovation, c'est qu'on a la plus grande partie de notre parc qui a été construit sans réglementation thermique, c'est-à-dire avant 1975. Et là, il y a vraiment un potentiel et un gisement d'économie d'énergie dont on peut s'en saisir et dont on peut appliquer donc une rénovation lourde, voire, comme vous dites, pour atteindre des niveaux de bâtiments frugal. Mais les chiffres encore nous disent que ça ne marche pas. On a un taux qui est trop faible. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire une rénovation dans les statistiques? Une rénovation va être comptabilisée, vous changez vos fenêtres, mais ça ne va pas être les niveaux qu'on peut atteindre dans des rénovations frugales. Donc il faut regarder les rénovations lourdes. Et là, les taux, c'est moins de 1% par an. Et si on veut atteindre les objectifs qui sont annoncés par le gouvernement, etc., qui est annoncé donc de 500 000 rénovations par an, sans préciser le niveau de rénovation à atteindre, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et avec les économistes, on a regardé tout ce qui est une notion en lien avec la directive EPBD, donc de la performance énergétique des bâtiments, ce qu'on appelle le concept de cost optimalité. Comment améliorer au maximum la performance énergétique du bâtiment à un coût le plus bas possible. C'est possible. On arrive à atteindre des ratios qui sont bons. Cependant, le problème majeur, c'est le coût initial, c'est l'investissement initial et qui freine justement le développement de cette rénovation. Et un des problèmes principaux, c'est déjà le coût de l'énergie. Le prix de notre énergie, j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'est pas incitatif. Du coup, les gens, quand ils regardent à moyen terme, voire même les gens sont très court-termistes, ils se disent, finalement, l'investissement initial est beaucoup trop important et on a un manque de communication et d'information sur, comme vous disiez, au niveau de chez Bouygues, finalement, la construction, elle va me rapporter tant. Et c'est là où, finalement, le consommateur va voir un intérêt. Parce qu'on parle entre nous, nous sommes des convaincus. On est persuadé qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais les gens, ils ne comprennent pas la valeur verte. On a fait des enquêtes. On a fait des enquêtes pour voir justement la valeur si jamais un bâtiment a-t-il un surplus dans sa valeur immobilière, s'il a une étiquette d'un diagnostic de performance énergétique de A versus D. C'est insignifiant. Donc du coup, il faut qu'on massifie en fait ce processus-là. Et contrairement donc, à toutes les discussions qu'il y a eu par rapport au neuf, à la construction, il y a un processus industriel. Vous connaissez les architectes, les maîtres d'œuvre, les concessionnaires, etc., ceux qui n'existent pas dans la rénovation. Et c'est peut-être là, en fait, comment un individuel, moi, comme je vous parlais de ma maison qui est une passoire énergétique, comment je vais avoir accès à un package bien ficelé avec des financements qui vont me permettre de faire de la rénovation par étapes et d'avoir un retour sur garantie avec des informations. C'est ça dont le consommateur et l'individu lambda a besoin, c'est d'être rassuré sur son retour sur investissement.
Donc voilà, après je voulais simplement rappeler une petite définition sur la frugalité, ou on entend aussi souvent parler de la sobriété énergétique, et ça a été mentionné. Ça aussi, c'est encore un concept qui est pour des initiés, pour des personnes qui sont, je dirais que c'est un problème de riches, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui subissent, et c'est ce qu'on appelle donc les précaires, les ménages précaires, qui eux ne choisissent pas en fait de consommer peu. Ouais. Donc merci. On a fait ce premier temps de la table ronde. Maintenant, on s'ouvre aux questions de la salle. Pendant que la personne qui a le micro repère les personnes qui ont des questions à poser, je vais simplement amener une réponse par rapport aux 500 000 REHAB. Il se trouve que je suis derrière l'étude qui a abouti 500 000. Et le 500 000, c'était la valeur 2017 d'une montée en rythme de croisière, mais le rythme de croisière, c'est 1 million. Mais faites une règle de 3. Il y a 35 millions de logements à réhabiliter et on a 32 ans. Donc, c'est pas en faisant 500 000 par an qu'on y arrive. Et c'était 500 000 équivalents BBC, réhab BBC. Donc, ça signifiait que si on fait que des demi-réhab BBC, parce qu'on n'a pas les moyens de faire tout, ça compte une demi-réhab BBC. Voilà. Donc, l'étude de base était celle-ci. Ils ont gardé que le 500 000 et ils ont oublié que le 500 000, c'était... On est d'accord. Voilà. Donc, voici ce qui est derrière, normalement, le calcul, l'étude du 500 000. Les questions ? C'est une question plus générale et peut-être un peu hors sujet parce qu'on en a assez peu parlé. On a parlé tout à l'heure de freins sur le fait de pouvoir réaliser des bâtiments performants avec des techniques plutôt traditionnelles qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir, etc. Pour l'analyse que j'en fais aussi sur un bâtiment performant, c'est un bâtiment qui est bien conçu, c'est un bâtiment qu'on utilise correctement, mais c'est aussi un bâtiment qui est réalisé correctement. Donc finalement, autour de tous les sujets qu'on a, où on a une belle conception, on a des matériaux performants, on sait qu'on a des matériaux traditionnels qui ont fait leurs preuves, etc., qu'il faut accompagner donc les usagers. Quelle est la place dans tout ça des entreprises qui réalisent les travaux ? Ok, donc... alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question, parce que il y a plus, je pense, de représentants d'entreprises de ce côté-là de la salle qu'ici. Mais comme il y avait eu aussi des questions, enfin, je pense sur la qualité de réalisation, ou je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais ça pose la question aussi, vous avez exprimé le besoin de faire évoluer les réglementations, où vous avez parlé des normes, du rôle des industriels, donc je prends cette brèche-là pour aller dans ce sens-là, en expliquant aussi que, bien sûr, les réglementations, les normes sont faites pour évoluer. Toute la question, c'est comment on arrive à embarquer tout le monde pour que le niveau exigé de base soit maîtrisé par tout le monde. Et face à ça, je pense qu'on a justement une révolution digitale devant nous. Et je ne vais pas parler de BIM ce soir. Je veux juste dire que justement tous ces outils digitaux qui permettent plus de collaboration dans les projets, plus de connaissances dans les propriétés des matériaux, plus de disponibilité et de transparence, enfin sur la disponibilité, donc ouvrir le choix aux fournisseurs, tout ça devrait permettre de doter les entreprises justement de plus de choix éclairés pour leur mise en œuvre. Donc voilà, je pense que face à nous, on a, et ça doit accompagner aussi les exigences, les évolutions d'exigences minimum. On va vers de l'approche performantielle. On a entendu récemment que on allait réécrire peut-être le code de la construction pour viser une performance, un résultat. Voilà, ça pose des questions. Et donc c'est toute la chaîne qui, il n'y a pas que l'entreprise, il y a toute la chaîne qui va devoir travailler avec un objectif de performance partagé, connu, diffusé. Voilà, donc je pense que c'est un peu comme ça que moi je vois la question. Alors j'ai envie d'entendre Sonia Cortés répondre à cette question, puisque vous êtes derrière des projets qui ont été assez ambitieux, assez novateurs. Donc potentiellement, quelle difficulté à trouver des entreprises ou quelle difficulté à initier des dynamiques nouvelles avec les entreprises du territoire, parce que je pense que les entreprises n'ont pas fait 5000 km, c'était, je l'espère, des entreprises de la région parisienne qui étaient sur vos projets de la région parisienne.
Je vais prendre peut-être l'exemple donc de l'école en paille, bois et paille, que j'ai, avec mon associé, réalisée donc il y a maintenant déjà un certain temps, puisqu'elle a été ouverte en 2013. Effectivement, donc, on n'a pas eu tellement de difficultés à trouver des entreprises, parce que la construction paille, comme le disait Alain, c'était des caissons d'ossature bois tout à fait classiques, enfin un peu plus épais, parce que la botte de paille est plus épaisse. Mais sinon, c'est une technique que n'importe quel charpentier sait faire. En tout cas, un charpentier qui a un peu de matériel, d'outils numériques et qui sait faire de l'ossature bois préfabriquée en atelier. Donc, concernant le choix de l'entreprise, on avait 4 entreprises qui ont répondu. Et on a pu choisir une des 4. Après, concernant la mise en œuvre, effectivement, il faut vraiment avoir un suivi assez rapproché des entreprises. Et les charpentiers travaillent bien. Par contre, les entreprises qui sont autour, et en particulier l'eau technique, n'ont pas l'habitude de construire en bois. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est que d'une part, on avait fait un lot spécifique qui était l'étanchéité à l'air. Donc dans notre descriptif était décrit précisément tout un processus sur l'étanchéité à l'air, et on a formé en fait le plombier, l'électricien. On leur a expliqué qu'il fallait prendre des précautions concernant cette ossature bois pour son étanchéité à l'air, puisqu'il y a évidemment des réseaux qui passent dans ces bâtiments, d'électricité, de fluide. Voilà, donc on a formé les entreprises pour faire en sorte qu'elles, sur le chantier lui-même, pour faire en sorte que la mise en œuvre soit la plus rationnelle, la plus efficace possible. Et puis on a fait des tests d'étanchéité à l'air. Donc c'est maintenant une pratique courante pour les bâtiments BBC ou passifs. Voilà. Donc, et c'est même devenu effectivement dans l'approche réglementaire, puisque la RT 2012. Voilà. Je pense effectivement, je n'ai pas à répondre aux questions, mais je pense que l'approche étanchéité à l'air et le fait de pouvoir vérifier, valider, a vraiment été aidante pour rentrer dans une approche qualité supérieure dans le bâtiment. Donc, d'autres... non, c'est bon, on peut passer à la question suivante. Aux questions suivantes. Donc, il y a une demande de questions. Moi, j'avais une question, enfin une remarque suivie d'une question. On s'aperçoit qu'on essaie peut-être d'apporter une réponse un peu globale, un peu universelle à une problématique qui finalement est assez personnelle. Enfin, quand on écoute tout le monde autour de la table, et je pense tout le monde dans la salle, on a tous des envies différentes, on a tous une culture différente, et notre idéal de maison durable est relativement personnel. Et du coup, même donc, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de réponses apportées. On le voit dans les projets que vous nous avez montrés. Il y a même il y en a d'autres, BedZ, on peut en citer des tonnes à l'échelle des quartiers à Marby. Enfin, il y a vraiment des milliers de réponses différentes. Et même quand on se pose la question de la frugalité sur du low-tech, sur du high-tech, on a quand même des visions différentes. Même quand on a tranché tous, on se met tous dans je veux ma maison individuelle high-tech, on va quand même avoir des réponses différentes. Sur le low-tech, pareil, de la terre crue, de la paille, du bois, bref. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas pousser la réflexion sur les modes de dévolution ? Comment est-ce que l'on construit aujourd'hui et comment est-ce que l'on intègre davantage l'usager final dans cette réflexion-là ? Enfin, j'ai envie de dire, demain, chacun a envie d'avoir un habitat, si je prends le cas de l'habitat, mais pour travailler, c'est pareil. Moi, j'ai envie demain d'avoir un bureau qui correspond à ce que moi, personnellement, j'ai envie d'avoir. Et la maison, c'est pareil. Mon logement, c'est pareil. Et jamais on m'a posé la question de c'est quoi ton idéal de travail demain ? C'est quoi ton idéal de logement demain ? J'ai regardé ce qu'il y avait comme appartement à acheter, j'ai travaillé, et puis pour mon entreprise, autant vous dire que j'ai cherché du boulot, et une fois que j'ai trouvé, j'avais pas dit non, moi je bosse pas là, les bureaux ça me va pas, ça me plaît pas, c'est trop grand. Donc est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion à lancer, mais de se dire comment est-ce que demain on intègre au code des marchés publics, même sur du marché privé, comment on intègre l'usager au cœur de toutes nos réflexions. Et après je rejoins vraiment précisément un deuxième sujet. Il faut investir dans la conception de ces projets-là.
une fois qu'on a pris l'utilisateur, on va au bout du sujet, on intègre le mainteneur, on travaille avec tous les acteurs de la construction et on pousse cette réflexion liée à l'usage. Ok, merci. Qui est inspiré pour répondre à cette question qui repose la question de la place centrale de l'usager dans les projets? Alors, pour ce qui est des bâtiments de bureaux, c'est vrai que la place de l'usager, on n'a pas toujours la chance d'avoir l'usager au moment où on construit le bâtiment. Après, quand vous disiez que vous vouliez prendre toutes les particularités de chaque personne, c'est viable dans une certaine mesure, je pense, parce que les individualités font que, en tout cas à mes yeux, on ne peut pas exiger d'avoir une amplitude trop importante dans les demandes au sein d'un même bâtiment. Le choix qui a été fait, en l'occurrence sur Ampère, ça a été de toujours mettre l'usager au centre et de voir quelle pouvait être leur demande. Et d'ailleurs, dans les différents labels qu'on trouve à l'heure actuelle dans le bâtiment, si vous prenez le label WELL, c'est quelque chose qui est demandé. Si vous prenez le label Cradle to Cradle, c'est également quelque chose qui est demandé. Après, vous pouvez décider ou pas de prendre ces points-là, mais en tout cas, on voit bien que mettre en avant l'usager, mettre en avant l'utilisateur est de plus en plus développé dans les bâtiments. C'est valable aussi dans les bâtiments de bureaux. À l'heure actuelle, sur Ampère, parce que, encore une fois, on l'a mis en place, vous avez la possibilité d'agir sur la lumière, vous avez la possibilité d'agir sur la température de vos locaux, avec plus ou moins 1 degré, par rapport à la température de consigne qui est donnée initialement, qui est vue avec l'exploitant. Vous parliez tout à l'heure de l'exploitant. Initialement, c'est l'exploitant qui fiche cette température en fonction des besoins de l'utilisateur. Et on peut également gérer les stores, en plus du porte-monnaie électronique, en plus de la photocopieuse. Et tout ça est accessible sur le smartphone. Donc, à l'heure actuelle, c'est possible. C'est possible à faire. Il faut que ça vienne d'une volonté soit d'entreprise, soit d'un acteur qui a la possibilité de le mettre en œuvre. Mais on sait faire des bâtiments qui mettent l'usager au cœur de l'acte de construire. D'autres personnes qui... Oui. Juste en passant, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ma maison, entre guillemets, idéale, durable. Et donc, j'ai parlé d'habitat participatif. Et c'est vraiment ce que vous aimeriez faire. C'est-à-dire, c'est un groupe de futurs habitants qui se mettent autour d'une table et qui réfléchissent à quel habitat ils ont envie de construire ou de réhabiliter. Voilà. Et chacun exprime ses besoins. Et ensuite, on va chercher à mettre en musique, entre guillemets, tous ces besoins, tous ces désirs différents. Voilà. Ça existe dans l'habitat et je pense que ça peut aussi exister dans les bureaux. Il y a en particulier une expérience actuellement à Soisy-sur-Seine ou sous Seine, je ne sais plus. Et ce sont des jeunes qui sont en train de réhabiliter un bâtiment qui était vacant et que la ville leur met à disposition. Et ils font une sorte de coworking. Et donc là aussi, chacun va exprimer ses besoins et ils vont réhabiliter ensemble. Donc je pense que ce sont des démarches qui aujourd'hui qui sont pas seulement émergentes, puisque j'ai un prof d'archi en 78-19 qui avait déjà conçu un habitat participatif. Juste au passage, en ce qui concerne le résidentiel, cette approche est bonne, mais quand on voit, excusez-moi, avec mes statistiques, je vais être lourde, comme les rénovations, mais en moyenne, un foyer change son logement tous les 8 à 10 ans. Donc, après, il peut y avoir un arbitrage à faire avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on peut prévoir des nouvelles constructions qui sont moins figées, mais plus flexibles. Et flexibles dans le sens où on va donc moduler son confort, mais aussi, encore une fois, dans sa manière de s'approvisionner en énergie. Pardon. Alors, pour aller dans le sens qui a été dit, c'est que exprimer ses besoins et ce dont on a envie, ça s'apprend aussi. Et c'est là où il y a, à titre de comparaison, je suis sur un projet qui est tout balbutiant, mais pour favoriser l'expression politique en milieu rural.
Et honnêtement, il y a tout un chemin à faire parce que les gens ne se sentent pas légitimes. Et donc, prendre la parole dans un collectif, ça s'apprend. Apprendre que ces envies peuvent être exprimables et peuvent être légitimes aussi. Et derrière, c'est pas seulement une question d'apprentissage aussi, c'est une question aussi de positionnement dans le groupe social, dans les groupes sociaux. Et moi, j'aimerais aussi que l'habitat de demain mette plus de fluidité entre les groupes sociaux. Et j'aimerais peut-être que du coup, peut-être qu'on ne peut pas faire pour chacun, mais peut-être qu'on peut se souvenir qu'on est des mammifères sociaux. D'ailleurs, il y en a qui ne l'ont pas du tout oublié, qui le mettent tout à fait à profit. Ce sont je pense à Facebook, par exemple, qui a bien compris que, et c'est pas pour critiquer Facebook, je dis, l'intelligence de Facebook au départ, c'est même pas la technique, c'est le fait d'avoir compris qu'on a besoin d'un groupe et que la pire des peines pour un être humain, c'est l'ostracisme. Et ça, il n'y a pas besoin de lire des tonnes de bouquins en anthropologie pour le comprendre. Donc, je dis, souvenons-nous de ça, et souvenons-nous aussi qu'on fonctionne aussi, souvent, le groupe fonctionne, l'articulation peut-être entre l'individu et le groupe, pardon, j'y vais à gros traits, mais c'est que souvent on va à l'économie dans les process de pensée, quoi. On va sur la déduction rapide, et on va dans le sens du groupe. Donc les lieux communs d'ailleurs et les clichés, c'est très bien parce que ça fédère, mais en même temps c'est là aussi où se nichent les dangers des groupes sociaux. Donc comment est-ce qu'on dépasse ça, mais en se souvenant qu'on a besoin de liens. Et puis peut-être qu'aussi un des dangers j'ai presque fini, c'est des big data aujourd'hui, c'est que plus on a des données massives et plus on peut contrôler des populations. Donc effectivement, on va peut-être pouvoir faire des choses qui vont paraître acceptables et qui vont paraître aller dans le sens de ce que veulent les gens, parce qu'aussi, c'est ce que vous expliquez très bien, ce phénomène normatif qui est que, et c'est très difficile d'avoir conscience de ce qu'on souhaite, quelle est cette articulation entre l'individuel et le groupe social et les groupes sociaux dans lesquels on navigue. Donc je ne sais pas, mais par contre, il y a un enjeu extrêmement, politique très très fort au sens du c'est quoi la place de chacun et avoir du respect pour chacun et permettre une sorte de marge entre les filets des jeux sociaux, quoi. Et là, effectivement, avec l'habitat, il y a des chantiers incroyables. Alors, par rapport au sujet, je ne sais pas si Delphine Labouze a éventuellement envie de rajouter quelque chose par rapport à cette approche, l'approche psychologie sociale que vous avez présentée tout à l'heure, et on voit qu'effectivement la place des acteurs et entre autres dans la dernière question de l'usager est primordiale sur un projet. Et alors je ne sais pas s'il y a besoin de faire le lien par rapport à la place, la réalité de la construction frugale, mais effectivement quand l'usager est accompagné pour exprimer ses besoins, il est possible qu'une part des commandes plus importantes s'oriente sur la réalité de la construction frugale. C'est vrai que tout ce qui a été dit là, ça me parle beaucoup, parce qu'effectivement, l'idée de remettre l'usager au centre, c'est exactement ce que moi je pense. Et après, effectivement, je pense que se pose la question de la flexibilité des logements, de dire que si un logement correspond exactement à une personne, quand la personne s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, il faut que ce soit adaptable, que ce soit flexible. Mais je pense que c'est vraiment important ce que vous disiez sur la capacité de chacun à exprimer en fait ses besoins, ses envies. Et souvent, on va projeter des choses fausses, on va imaginer des besoins que les usagers n'ont pas. Et du coup, on se retrouve avec des bâtiments qui sont censés répondre aux besoins des usagers et qui en fait répondent aux besoins des concepteurs et pas des usagers. Et donc, je trouve que c'est vraiment important d'arriver à aller davantage vers des habitats participatifs, davantage vers des logements flexibles, adaptables. Je pense que c'est ça la solution, en fait. Très bien. Est-ce que dans les personnes qui sont intervenues dans la première partie, c'est bon, un petit rajout, tout ça, c'est bon? On passe à la conclusion? D'accord. Florent n'a pas eu le micro la deuxième fois, donc voilà. Désolé, mais effectivement, pardon, il y avait eu... Non. On parle toujours de l'importance de l'usager au cœur du projet, de la définition de l'habitat, etc. Sur le principe, je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, comment on organise ça en prenant en compte tout ce que vous venez de dire, ça, je pense que c'est très important. Et je reviens à ma notion de patrimoine du début, on vise le temps long dans la construction. Et comment on va traduire ça dans les choix d'aménagement? Et au milieu, il y a quand même souvent la collectivité publique qui va décider, qui va programmer les modes d'habitat qu'elle va imaginer avec une vision plus ou moins long terme. Et là où je peux donner mon avis aussi sur
je pense, certaines limites à conserver, ou humilité dans ces décisions-là. C'est que je pense qu'il faut être aussi prudent dans les prescriptions qu'on fait sur les choix des modes constructifs qu'on veut pour ces habitats-là. Je pense qu'il faut effectivement, si on met le besoin des usagers au cœur du projet, exprimer ça en termes d'attente de besoins fonctionnels, de performance, de critères de performance environnementale jusqu'où on veut, tant qu'on est capable de répondre à la question. Et allons dans ce sens-là, mais sans opposer, avec des a priori ou des juxtapositions d'images, des matériaux végétaux, minéraux, quels qu'ils soient, de façon plus ou moins arbitraire. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Très bien. Et alors, Alain Bornarel a envie de rajouter une petite chose avant que la conclusion nous soit amenée par Quentin. Je voudrais revenir sur le thème initial, c'est-à-dire la question de high-tech, low-tech, après avoir entendu tout ça. Il me semble qu'il y a une chose qui n'a pas été dite, c'est la nécessité de diversifier les approches. On n'a pas du tout la même approche de cette question-là sur un petit bâtiment d'une petite collectivité sur laquelle on n'a pas les moyens d'entretien, mais par contre sur laquelle on est en relation directe avec les futurs usagers. Et là, pour moi, il n'y a pas à tortiller, c'est le low-tech au maximum, c'est la frugalité au maximum. On a, je dirais, un peu la même chose sur le logement. Pour d'autres raisons, c'est que aujourd'hui les maîtres d'ouvrage du logement ont énormément de difficultés à entretenir, à réhabiliter évidemment, que ça soit en social ou en copro. Là aussi, le low-tech est le bienvenu, mais pas n'importe quel, mais avec évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, de la technologie, mais de la technologie réfléchie, raisonnée. On se pose la question, est-ce que je peux pas faire autrement? On se pose la question, est-ce que ça va être recyclable? On se pose la question, qu'est-ce que ça va devenir en fin de vie? Et puis, ensuite, il y a un certain nombre de bâtiments d'importance qui peuvent se payer de la technologie et de l'entretien de la technologie. Et puis, je terminerai en disant que je fais aussi une différence entre le bâtiment et le territoire, l'urbanisme. C'est-à-dire, autant à l'échelle du bâtiment, je prônerais la frugalité et le low-tech, autant quand on passe à l'échelle du territoire, où là, on peut mutualiser des choses. On peut avoir des opérations de plus grande envergure et donc là, se payer des gens qui font de l'entretien, qui font de la maintenance, etc. Là, effectivement, on peut peut-être aller un peu plus loin en technologie. En tout cas, merci de ce complément et du fait d'être revenu sur la question de base et le cœur du sujet. Quentin est préposé à la conclusion. Ouais. Soit un micro, comme tu veux. Comme tu veux. J'ai fait pas mal de notes, alors du coup c'est un peu le bazar. On m'a chargé effectivement de faire une conclusion. Et c'est pas facile. Est-ce qu'on peut grignoter pendant la conclusion ou on attend? On va grignoter juste après, sinon on m'entendra plus. Alors pourquoi j'ai pris des notes? Premier point, c'est moi qui habitais ici les Moulineaux. En organisant, on a eu vraiment peur parce qu'on s'est dit il nous faut un tel, il nous faut quelqu'un de là, il nous faut quelqu'un de là, et du coup on a invité plein de gens à tour de bras. Bon, les architectes ne voulaient pas venir parce qu'il se passe quelque chose à côté de Cannes. Tant pis. Et puis finalement, merci Sonia. Et puis finalement, on a eu plein de monde, et du coup, vu qu'on est un peu peureux, on a eu peur parce qu'on s'est dit merde, personne ne va pouvoir parler suffisamment. Et Hilda, les prochains, il faut qu'il fasse une journée entière, parce que quand on a des sujets aussi passionnants, on a envie d'y passer encore plus de temps. Donc, en tout cas, vous avez tous bien joué le jeu. Merci beaucoup. Merci, vous tous les intervenants. Et j'ai essayé de faire quelques notes, j'ai essayé de résumer, mais c'est vraiment difficile. D'abord, comment on définit la frugalité? Au début, on s'est dit sur le sujet, on va partir low-tech, high-tech. Puis finalement, ça allait être trop clivant, c'était pas bien. Et puis, du coup, on a mis ce mot frugalité parce que chacun y met un petit peu ce qu'il veut dedans.
Est-ce que la frugalité, c'est du low-tech? Par exemple, M. Bornarel, moi, je ne suis pas d'accord parce que le 22-26, c'est génial, mais pas parce que c'est du low-tech, parce que c'est du high-tech. C'est enfin, il y a énormément de technologies d'enveloppe, il y a énormément de choses. Après, il y a des questions sur l'éducation, et donc ça, c'était mon deuxième point. Qu'est-ce qu'on fait des usages? Comment est-ce qu'on éduque les gens? Comment est-ce qu'on éduque les entreprises? On en a parlé aussi. Et puis, comment est-ce qu'on s'éduque soi-même sur le confort? Effectivement, on est habitué à des choses. Est-ce qu'il ne va pas falloir revenir dessus? On a tous nos iPhones, le mien est dans ma poche. Mais enfin, c'est des questions qu'il faut se poser, effectivement. Mais la technologie, ça aide quand même pas mal de choses. On voit le Ampère+, le Ampère au plus. C'est pas non plus intelligent. C'était une bonne idée d'avoir essayé de résumer les deux et de faire coexister les deux en disant un peu plus low-tech au niveau du bâtiment. Et puis quand on va plus loin, on peut faire du smart grid, on peut connecter les choses. C'est là où on peut réussir à faire du high-tech. Mais toujours pour revenir sur cette définition, ce qui me questionnait aussi, c'est que tous les bâtiments un peu plus réfléchis, enfin, c'est ce que j'ai dit sur le 22-26, ça reste du high-tech parce qu'il y a de la matière grise, il y a nous tous ici, on est dans le sujet, on réfléchit et c'est ça ce qu'on essaye d'en sortir. Et puis, on a parlé de quantité, on a parlé de ressources, on a parlé de local. On a parlé du bon matériau au bon endroit et aussi, Frédéric, des bonnes solutions aux bons endroits aussi. On est tous différents, on a tous des attentes différentes. À nous de les communiquer. C'est fini d'avoir des boîtes fournies toutes faites aux usagers du tertiaire ou du logement. On doit être partie prenante, on doit donner nos avis. Et on doit prendre l'utilisateur par la main, comme tu as dit Tristan, c'est en construisant avec l'utilisateur qu'on arrive à faire des bâtiments intelligents qui soient low-tech ou high-tech. Il y a un sujet qu'on a un peu abordé et que je m'étais noté ici, ça sera pour la suite, hein. On va échanger nos emails, on va discuter tout à l'heure et puis on en discute après. Le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas, mais bon, il en reste toujours quelques-uns à consommer. Comment est-ce qu'on les fait? Énergie renouvelable. Énergie renouvelable quand le soleil marche, quand le soleil éclaire, quand le vent souffle. Du coup, on a du stockage. Et là, on a aussi du high-tech beaucoup, quoi. Donc, c'est pas forcément... Enfin, tout n'est pas à bannir. Et c'est ce qu'on s'est dit ici ce soir, c'est qu'on pouvait travailler ensemble et en réfléchissant, on allait s'en sortir. Merci encore à tous les participants, tous les intervenants. Merci d'avoir fait partager avec nous toutes vos connaissances et votre vision. Merci au public, ça a commencé à disparaître un peu, mais vous êtes quand même encore quelques-uns ici. Merci à toute l'équipe d'organisation de la conférence, Grégory, Mathieu, Nadia, Yara, Salah et moi. Merci. Merci à tous les autres stagiaires du CHD de cette année, Sophia, Caroline, Ryan, Marina, Othman, Charles-Étienne, Alvin, Estelle, Anne, Lauriane, Margot, Thibault, Alexandra. Merci à Hilda Maïteno, responsable pédagogique du master, Catherine Maillet, directrice de la formation continue de l'ESTP, pour l'organisation du master et leur soutien pour la conférence. Et maintenant, je vous invite à passer les portes là-bas et à profiter d'un petit verre, d'un petit truc à grignoter pour continuer à discuter. Merci beaucoup.